Je suis très très heureux que nous recevions à Blois François Hartog aujourd'hui. D'abord parce que nous allons bien sûr parler de ce livre qu'il vient de faire paraître et qui vient ô combien à son heure partir pour la Grèce, même si il ne s'agissait pas d'une stratégie délibérée de lancement d'ouvrage, mais en même temps, je voudrais quand même donner un tout petit peu de perspective en vraiment quelques minutes avant de commencer à l'interroger sur François Hartog, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui, dans son cheminement, m'évoque beaucoup. Je ne pense pas qu'il se formalisera du rapprochement. Quelqu'un avec qui il partage le HESS, qui est, et l'attachement à l'EHESS, qui est François Furet. C'est-à-dire ces historiens qui partent d'une période, la Grèce antique pour François Hartog, avec Hérodote, le XVIIIe siècle pour François Furet, et qui construisent une réflexion qui fait véritablement œuvre et qui dépasse leur période en étant dans une espèce de dialectique du même et de l'autre pour aller jusqu'au temps contemporain. Puisque François Hartog, qui commence par s'interroger sur la perception de l'histoire, je résume vraiment à très très grands traits sur Hérodote, a élaboré toute une théorie de notre rapport au temps, de notre rapport au passé, de ce qu'il appelle les régimes d'historicité, c'est-à-dire la manière dont, dans une société, à un moment donné, on articule le passé, le présent et l'avenir. Et il est arrivé aussi par une démarche à la fois très érudite, mais très soutenue, très méditative, à dégager, en particulier dans un ouvrage de 2008 sur les régimes d'historicité, ce qu'il appelle le présentisme, c'est-à-dire la manière dont aujourd'hui nous vivons le passé, c'est-à-dire, pour aller vite, d'une manière très patrimoniale, sans déboucher forcément sur l'avenir, avec un passé soumis aux requêtes mémorielles du présent. On aura l'occasion de façon d'y revenir, parce que c'est quelque chose qui se retrouve dans cet ouvrage. Et donc, c'est une œuvre qui, à mon avis, est un cauchemar pour quelqu'un qui aurait à faire une politique rationnelle de la recherche en France, puisque c'est une œuvre qui prend le temps. C'est une œuvre qui est une méditation continue et qui s'approfondit toujours et qui s'approfondit encore. Alors, cet ouvrage s'appelle Partir pour la Grèce. Il regroupe des études. Et c'est ce qu'on appelait autrefois un no-books, mais moi j'aime beaucoup les no-books parce que c'est un grand test. Quand on regroupe des études de quelqu'un, on voit si ce quelqu'un a des questionnements forts, et une constante, et une reprise, ou alors si simplement c'est quelqu'un qui vole de sujet en sujet au gré de sa curiosité sans que ça ne donne rien. Et effectivement, là, le test du no-books, à mon avis, est quelque chose de tout à fait positif. Donc, ce partir pour la Grèce, c'est une espèce de voyage un petit peu à la Tocqueville, c'est-à-dire qu'on perd jamais de vue d'où on vient, où on va revenir, et puis il y a cette distance, parfois avec, il m'a semblé parfois une ombre de pessimisme ou de désenchantement, mais on y reviendra dans les questions. Alors, ce livre pour la Grèce, Partir pour la Grèce, vient à son heure. À la limite, si vous aviez voulu méditer un plan lancement, je pense que vous n'auriez pas pu faire mieux, puisque à la fois il y a l'idée du rôle qu'a joué l'étude de la Grèce antique et la connaissance de la littérature, de la philosophie de la Grèce antique dans l'histoire de l'Europe. Donc, on était en plein débat sur les langues anciennes au moment où l'ouvrage est paru, et la place du latin et du grec, même si l'ouvrage, d'ailleurs, on voit très bien que c'est pas un plaidoyer, c'est pas du tout votre objet, mais enfin, c'est en tout cas, de fait, une pièce au dossier qui, à mon avis, est importante. Quel sens ça peut avoir de se pencher aux différentes époques, et aujourd'hui aussi, sur la culture de la Grèce antique. Et puis en plus, c'est sorti également au moment où nous étions en pleine menace de Grexit, menace qui n'est pas entièrement conjurée,
Et je voudrais commencer par une question un peu malicieuse, mais je viendrai à des questions un peu plus intelligentes après, rassurez-vous. Est-ce vous qui avez eu l'idée du bandeau de l'ouvrage ou est-ce l'éditeur? Parce qu'il y a un bandeau qui est « Pourquoi nous avons besoin des anciens ?» Alors, votre question malicieuse est tout à fait justifiée et tout à fait à propos. Ça n'est pas moi. Ça n'est pas moi, c'est l'éditeur. Et on peut remarquer qu'en réalité, si vous regardez la couverture, il y a deux images. Ce bandeau que vous n'avez plus, mais si vous le voyez, qui représente c'est une photo, et en réalité, c'est une photo de Santorin. Parce que, curieusement, quelqu'un qui était parti pour la Grèce cet été avec ce livre m'a envoyé une photo qui est exactement celle du bandeau. Bon. Et vous avez au-dessus une petite vignette qui reproduit un tableau de Roy Lichtenstein, qui date de 1960. Et, si vous voulez, les deux, la réunion des deux, le bandeau et le temple, est assez contradictoire. Puisque, en effet, ce bandeau avec ces îles dans le lointain, bon, alors on peut prendre ça pour une invitation au voyage. Et Roy Lichtenstein, ce tableau, c'est le temple de Corinthe. Et ce temple de Corinthe qu'il a transformé en une espèce de carte. Enfin, il a travaillé à partir d'une carte postale. Et ce qu'il nous donne à voir, c'est une Grèce complètement aplatie. C'est une Grèce glacée, une Grèce qui, au fond, n'est pas une invitation au voyage, mais est une invitation à nous interroger sur notre rapport à la Grèce au moment des années 60, c'est-à-dire au moment où va commencer la grande époque du tourisme. Donc, qu'est-ce que c'est que cette Grèce qui se limite à cette espèce d'esquisse de temple, hein, ce schéma, ça signifie la Grèce. Ça signifie la Grèce, mais oui, mais quelle Grèce? Et pour y faire quoi? Et pour y voir quoi? Et pour entretenir quel rapport avec elle? Effectivement, vous avez d'ailleurs une sorte un petit cahier central où vous vous intéressez beaucoup aux différents tableaux et à cette vision. Alors, pour ceux qui l'ont, quelques-uns d'entre vous ont peut-être déjà lu cet ouvrage, hein, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'était effectivement une interrogation récurrente sur ce qu'on fait de la Grèce aux différentes époques. Comment, par exemple, dans l'espace allemand de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, il y a la volonté de chercher un lien culturel privilégié avec la Grèce pour être dans une sorte d'affirmation par opposition à une Europe plus latine ou plus marquée par la latinité. Il y a donc beaucoup d'éléments comme cela. Alors moi, je voudrais vous poser plusieurs questions qui touchent au fond, cette fois, et pas seulement au cahier central, mais au fond de l'ouvrage. On a l'impression, en fait, que toute votre interrogation, il y a à l'arrière-plan de cet ouvrage, tout le temps, une interrogation sur ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui d'étudier la Grèce. En particulier, la première interrogation que je vois, c'est l'interrogation sur le modèle politique. Vous en parlez beaucoup, vous faites un hommage à Jean-Pierre Vernant. Et alors moi, j'ai eu une interrogation, j'ai eu du mal, parce que vous êtes souvent, je trouve, assez pudique dans l'expression de votre propre pensée. C'est-à-dire que vous analysez beaucoup la pensée des autres. Vous expliquez par exemple comment, pour un grand helléniste comme Jean-Pierre Vernant, à un moment donné, rechercher la démocratie athénienne comme un lieu de délibération autour d'un espace vide qui représente le pouvoir, c'est une manière de se sortir de l'étouffoir du Parti communiste, de l'étouffoir intellectuel qui peut représenter à une époque. Et vous avez l'air tout à fait sceptique
me semble-t-il, quand vous parlez par exemple de l'ouvrage de Finlay, sur la potentialité que peut avoir encore ce modèle de la démocratie grecque aujourd'hui. J'ai eu le sentiment, est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est juste que vous ne voulez pas rentrer dans ce débat, mais vous pensez que c'est quelque chose qui peut avoir encore un sens aujourd'hui? Non, je crois que vous forcez un peu les positions. Alors, en effet, il y a une des modalités du rapport à la Grèce, puisque partir pour la Grèce, ça veut bien dire quelles ont été, au fil des siècles, les différentes manières ou des différentes manières de partir pour la Grèce. Bon. Pour y chercher quoi? Pour y trouver quoi? Et vous faisiez allusion au cahier de central d'images. J'ai tenu à ce que figure un portrait de Winckelmann, de Johann Joachim Winckelmann, qui est justement le grand passeur de l'Allemagne vers la Grèce. Mais je ne vais pas m'étendre sur Winckelmann, sauf si vous le souhaitez ultérieurement, mais ce qui est très intéressant pour moi, par rapport à ma problématique, c'est qu'il est parti pour la Grèce et n'y est jamais allé. Il n'a cessé de vouloir s'y rendre et n'a jamais pu dépasser Rome. Bon. Et Rome est devenu, pour lui, le lieu à partir duquel appréhender la Grèce à travers les copies romaines des statues grecques. Donc c'est un départ toujours différé et toujours reporté, jamais réussi. Et donc la Grèce, c'est un objet absent. Et c'est cet objet absent qui n'a cessé de le motiver, d'animer sa vie, d'être sa raison de vivre. Et il y a, alors ça c'est le mode le plus dramatique et aussi sans doute le plus romantique d'une certaine manière, mais il y a d'autres départs pour la Grèce qui sont aussi la recherche d'un objet absent dont on sait qu'on n'arrivera pas à l'atteindre. Et parmi ces départs pour la Grèce, il y a celui que vous évoquiez, celui de Jean-Pierre Vernant, qui est parti pour la Grèce à sa façon, et pour lui, son premier rapport à la Grèce, il est bien sûr politique. Et en effet, c'est une Grèce politique, et son travail sur la Grèce est marqué par cette dimension-là. Et son premier livre, Les origines de la pensée grecque, de 1962, est une réflexion sur la raison grecque, dit-il, fille de la cité. Et cette raison grecque, fille de la cité, prend place et modèle à la fois cet espace de la cité, cet espace circulaire et centré qui, en principe, réunit tous les citoyens qui sont des égaux sur ce cercle de la cité, avec au centre un lieu vide qui devrait être le centre, le pouvoir, justement, qui ne peut être appropriable par quiconque, qui est inappropriable. Et tout le monde se trouve à cette même distance du centre du pouvoir. Bon, ça c'est un modèle évidemment idéal, sinon utopique. Et en ce sens, la construction de ce modèle pour Jean-Pierre Vernant, vous l'avez évoqué d'un mot, c'est la question du rapport, la critique du Parti communiste dans les années, la fin des années 1950, et c'est aussi l'expérience de la résistance. Et même fortement, ou même plus fortement, l'expérience de la résistance, c'est-à-dire ce moment d'une expérience d'une certaine égalité, celle de ces résistants, et qui néanmoins devait reconnaître l'autorité de quelques-uns qui se trouvaient en charge, à qui on confiait, non pas le pouvoir, mais une autorité. Et il n'a cessé de revenir sur cette expérience-là de la résistance, et sa cité grecque, si je puis dire, elle est profondément marquée par cela. Et cette cité,
qui met en avant les vertus du commun, du partage, de la publicité des débats, de la reddition des comptes, etc., de la parole publique. La parole publique, contrairement à... Alors, dans ce qui concerne la Grèce, c'était contrairement à ce qui se passait dans la monarchie, dans les monarchies précédentes, où la parole était celle d'un seul, et tout se passait dans le secret du palais. Bon. Mais ça vaut aussi pour le Parti communiste. Et à côté de Vernon, j'évoque Hannah Arendt, mais aussi Castoriadis, qui proposent des visions de la cité qui sont très proches de celles de Vernon, ou les leurs, ou celle de Vernon est très proche des leurs, si vous voulez. Mais entre Castoriadis et Vernon, ça peut se comprendre, parce que Castoriadis a lu Vernon, mais Vernon n'a jamais lu Hannah Arendt. Bon. Et Hannah Arendt, dans cette vision du commun, des visions qu'elle propose de la politique grecque, hein, elle met en avant ces mêmes composantes de ce qu'est une vraie politique. Et pour moi, il me paraît évident que ce sont des réponses sur le mode intellectuel et historique qui ont été formulées par ces personnes en réponse, des réponses à l'époque des totalitarismes. Bon, comme je l'écris, c'est une cité qui a traversé, pour reprendre l'expression de Brecht, qui a traversé l'expérience des sombres temps. Et des sombres temps. Et cette vision-là, il me semble, et c'est ce rapport-là à la politique, il me semble qu'il est arrivé à son terme, en tout cas du point de vue de sa capacité cognitive, disons à la fin des années 80, 90, enfin dans ces eaux-là, et que on peut continuer à travailler dans cette perspective, mais que cette grande recomposition qui s'est opérée entre Hannah Arendt, Castoriadis, Vernon et quelques autres, elle a donné les fruits qu'elle pouvait donner. Et maintenant, si nous voulons retrouver un rapport significatif avec la Grèce du point de vue politique, il est à inventer. Et vous n'êtes pas tenté de le faire. Ça, je me suis demandé à un moment donné, parce que quand on voit dans ce livre, à chaque fois, vous égrenez des gens qui montrent le sens que ça a de se confronter au passé. Et face à ça, moi, j'avais deux interrogations. C'est-à-dire que, est-ce que dans le monde du présentisme, celui donc où vous pensez qu'on a du passé un usage uniquement presque patrimonial et je dirais identitaire. C'est un peu ça votre idée, c'est-à-dire que on ne questionne plus, on se situe dans une sorte de rapport direct, peut-être un peu illusoire avec le passé. Est-ce que c'est encore possible que se recrée un nouveau rapport avec l'Antiquité, avec d'autres époques, ce rapport critique qui nous sert à penser notre propre époque? Est-ce que vous pensez que c'est encore possible, ou alors que véritablement on a basculé dans le présentisme de telle manière que toute l'histoire que vous racontez, c'est fini complètement? Et effectivement, si oui, n'avez-vous pas été tenté de le faire? Parce que moi, il y a un problème que je me pose face à cela. À chaque fois, on a des figures de gens qui sont à la fois très érudits, très engagés. Et ces figures-là sont de plus en plus rares. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de véritable séparation sociale, pas une stratification, mais une sorte de séparation fonctionnelle aujourd'hui entre les gens qui sont très militants et les gens qui sont très cultivés. J'espère ne blesser profondément personne en disant ça. Et il peut toujours y avoir des tas d'exceptions, mais tendanciellement, ces figures-là, on les voit, elles sont rares et elles sont faites par une expérience un peu exceptionnelle. Et est-ce que vous pensez que dans le régime donc, du présentisme, c'est possible, ça se fera ou pas, sachant que bien sûr je ne vous demande pas une certitude absolue, mais juste votre sentiment? Oui, alors toutes ces questions que vous posez ou esquissez sont difficiles.
en effet, les expériences de Vernon, mais de Finlay aussi, mais aussi de Momigliano, mais aussi d'autres. Bon, sont des expériences singulières puisque ce sont des gens qui ont vécu la guerre, et même plus que la guerre, mais qui ont vécu la guerre, et qui, alors pour ne prendre que l'exemple de Vernon, ou celui de Finlay aussi, Finlay, il a connu l'exil. C'est un Américain, il a dû quitter les États-Unis au moment du macartisme. Et finalement, il est arrivé en Angleterre et est devenu le professeur d'histoire grecque à Cambridge. Bon, donc il n'a pas eu une vie désastreuse, mais il a connu l'exil et il a été pendant tout un certain nombre d'années, aux alentours un peu avant la guerre et dans les années suivantes, il a eu une vie de militant, très engagé. Question de savoir est-ce qu'il a vraiment été ou pas au Parti communiste, bon, peu importe. Vernon, entre 1937 et 1945, il a été d'abord militaire, il faisait son service militaire, il a été mobilisé, il a participé, ensuite il a été résistant, et finalement il est entré au CNRS en 1948. Donc ce sont des gens qui ont eu des expériences de vie qui sont tout autres que de simples carrières académiques linéaires qui commencent au sortir de l'agrégation et puis ensuite les choses s'enclenchent. Et ça leur a donné, alors je ne souhaite dire, je ne pense pas qu'il faille souhaiter ça à tout le monde, mais ça leur a donné un rapport au savoir et un rapport au monde particulier. Bon. Et c'est à partir de ces expériences-là qu'ils ont élaboré, construit leur œuvre, leur travail, leur réflexion. Nous ne sommes plus évidemment dans cette situation-là. Et vous me posez la question, moi, bon, qu'ai-je fait ? Non, c'est pas... c'est violent. Peu. Mais qu'ai-je fait ? Mais justement, je me suis... Et ça revient, ça rejoint ce que vous disiez en commençant. Je me suis engagé dans un travail sur la Grèce, mais toujours dans une réflexion sur le rapport à la Grèce, sur l'écriture de l'histoire. Bon, ça n'a jamais été Hérodote pour Hérodote. Et chemin faisant, j'ai saisi que nos rapports au temps étaient en train de se transformer. Nos expériences du temps se modifiaient, notre rapport au temps se transformait. Et c'est cela, au fond, que j'ai essayé de suivre, de cerner, de creuser. Et en un sens, comme je le dis à la fin du livre, en un sens, je ne suis plus parti pour la Grèce. Non pas que j'ai oublié la Grèce, puisque je n'ai cessé de faire des allers-retours entre l'Antiquité et le moderne, mais la question, ce que je voulais essayer de comprendre, c'était ce changement de rapport au temps. Et par conséquent, cette hypothèse que j'avais proposée du présentisme, c'est-à-dire d'un temps où le présent devient la catégorie dominante, omnipotente, sinon exclusive, dans notre rapport au temps, qui, du même coup, se trouve face à un futur fermé et à un passé qu'on ne voit plus. Et ça n'est pas sans incidence aussi, ça joue pour toute nos manières de vivre, à la fois dans le privé et professionnellement, mais ça a des incidences sur que devient l'objet Grèce dans un tel contexte. Et qui n'est plus justement celui qu'avait connu Vernon, où on était encore porté par l'idée d'une ouverture vers un futur, sinon radieux, du moins qui permettait d'avancer vers quelque chose ou d'entretenir une perspective, disons peut-être utopique, comme celle de cette cité grecque, qui bien sûr n'était plus un modèle, mais qui pouvait donner
des éléments pour penser une situation contemporaine. Bon. À partir du moment où on est dans une espèce, on est un peu englué dans un présent qui est une sorte de présent éternel ou permanent, ça change tout. Et tout est à repenser. Et ma contribution, encore une fois, modeste, ma contribution, c'était de dire, bon, prenons le problème par la question des rapports au temps, justement pour, au fond, établir les coordonnées qui permettront de repenser ou de penser à nouveau notre manière de, plus largement, ce que c'est que l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire faire de l'histoire dans un tel contexte? Et, en particulier, quel rapport pouvons-nous avoir avec une antiquité qu'il n'est pas question de dire, simplement c'est fini. C'est ça. En fait, vous voulez ouvrir le chantier, finalement, ou inciter à ouvrir le chantier. C'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça que vous ne tranchez pas. Donc je comprends mieux. J'hésitais en fait à vous lire entre savoir si c'était un pessimisme qui ne voulait pas se dire pour pas désespérer Billancourt, ou si c'était effectivement une vraie incertitude. Alors je voudrais vous interroger pour vous lire depuis longtemps sur votre manière très particulière d'écrire l'histoire, puisqu'on est dans les rendez-vous de l'histoire à Blois. J'avoue que moi personnellement parfois comment dirais-je, la prétention des historiens à la scientificité, quand elle est explicite, etc., m'irrite parfois, tout en étant historien moi-même, parce que c'est souvent une fermeture. C'est-à-dire que parfois, il y a à l'arrière-plan une vision très simple de la science, qui n'est pas celle des scientifiques de sciences dures, mais qui est je suis scientifique, donc j'ai raison. Et celui qui n'est pas d'accord avec moi n'est pas scientifique. C'est-à-dire une sorte d'usage un peu terroriste de la rhétorique scientifique. Et c'est très agréable chez vous parce que cette espèce de lourdeur n'existe pas. Et on a l'impression que... moi, je voyais deux réponses. Je voudrais savoir si c'est ce que vous ressentez, vous. La première chose, c'est justement l'importance de l'existentiel chez vous, qui est très très forte. C'est ce qu'on vit et ce qu'on ressent profondément qui donne envie d'aller vers l'histoire. Alors, c'est intéressant parce que nos collègues universitaires le font plus souvent, enfin ne le font plus souvent, mais je pense que c'est ce que fait le public. C'est-à-dire qu'en général, les gens qui lisent de l'histoire, très souvent, c'est des gens qui ont déjà un peu vécu, qui ont déjà pas mal d'expérience, qui ont déjà vu des choses changer, qui ont déjà vécu des choses, et qui ont envie de mieux situer ce qu'ils ont vécu en comparant avec ce que d'autres ont vécu ou ce qui était d'autres époques. J'ai l'impression que c'est en fait... Moi, j'ai l'impression que ça reste en fait le vrai cheminement de l'histoire et que c'est peut-être l'histoire universitaire qui s'en est éloignée à partir du moment où l'histoire devient, je ne voudrais pas accuser tout le monde de cynisme, mais une sorte de spécialité professionnelle, voire un outil de carrière, voire un prétexte à production. Et j'ai l'impression que vous êtes très loin de ça. C'est la première chose, vraiment sur l'existentiel, et qu'à mon avis, pour ça, vous rejoignez beaucoup le public qui aime l'histoire. Et souvent le public qui vient, à mon avis, au rendez-vous de Blois, c'est-à-dire des gens qui aiment élargir leur expérience humaine en sachant ce que d'autres gens ont fait ou vécu. Et la deuxième question que je me posais, c'est comment vous voyez votre rapport avec la philosophie? Il y a beaucoup de choses très intéressantes sur Paul Ricoeur, l'homme de temps et récit, dans votre livre, et on a l'impression que vous avez cet arrière-plan philosophique qui est souvent très fort chez les historiens allemands parce qu'on couple beaucoup plus dans les cursus. Est-ce que la philosophie est votre jardin secret? Est-ce que voilà, j'aimerais bien savoir là-dessus. Je sais que vous êtes il y a votre référence à Koselleck, à l'horizon d'attente, à l'espace d'expérience, mais je pense on voit qu'il y a beaucoup plus de choses derrière. Donc voilà, sur ces deux choses. Merci. Alors, l'expérience, la dimension existentielle, celle que vous évoquiez dans votre première question. Oui, je crois. Au fond, je ne l'aurais pas formulé comme ça, mais oui, je veux bien. Oui. Bon. Et je dirais que justement pour moi, au fond, le choix de l'histoire n'a jamais été le choix d'une, si je puis dire, d'une spécialité, au sens où vous l'évoquiez à l'instant. Mais
c'est le fil d'un questionnement. Bon. Alors ça ne veut pas dire que j'écris, enfin du moins j'espère, n'importe quoi sur n'importe quoi, mais c'est le fil d'un questionnement, puisque bon, je suis parti d'Hérodote. Pourquoi suis-je parti d'Hérodote? Il y a les hasards, les rencontres, le fait que j'ai rencontré des antiquisants qui m'ont, voilà, auprès de qui j'ai senti que c'était auprès d'eux que j'avais envie de travailler, Vernon, Vidal-Naquet. Bon, c'est une chose, mais il y a Hérodote, c'était le moment le grand moment de l'anthropologie. C'était le moment du règne de Lévi-Strauss. Et Hérodote, c'était pour moi une manière de mettre en question le partage établi, alors notamment dans les études classiques, avec un Hérodote qui n'était pas encore vraiment historien, et un Thucydide qui était le véritable historien. Donc il y avait Hérodote, oui, c'était gentil, mais enfin bon, c'était pas encore vraiment de la science. Et puis on arrive avec Thucydide, alors là, bon, ça y est, c'est l'histoire véritable. Bon. Et ça, voilà, ça j'ai essayé de le mettre en question, avec justement, en me servant au fond de cette présence forte de l'anthropologie dans les sciences humaines et sociales de ces années 70 pour avancer cette proposition-là. Voilà. Et je peux dire que les questions ont continué. Quand j'ai écrit le livre qui s'appelle Mémoires d'Ulysse, et non pas les Mémoires d'Ulysse, comme souvent on me le dit, je n'ai aucune prétention à connaître quoi que ce soit des Mémoires d'Ulysse, mais mémoire, c'est-à-dire la mémoire qu'on a gardée d'Ulysse, Ulysse dans la tradition. Bon, c'est une réflexion sur la frontière culturelle. Bon, c'est une réflexion dans le monde antique, dans le monde gréco-romain, hein, sur la frontière, à un moment où justement on commençait à surgir ces thématiques du multiculturalisme, de ces problèmes-là, et il me paraissait que c'était une voie, une manière d'apporter aussi des éléments à la discussion. Après, on les reprend ou on les remporte pas, ça je n'en suis pas maître. Hein. Et ensuite, il y a eu, enfin je ne vais pas vous dégrader tout le parcours, mais l'interrogation sur Fustel de Coulanges. Bon, pourquoi Fustel de Coulanges tout d'un coup me lancer dans le 19e siècle, dont je n'étais évidemment pas spécialiste, mais j'ai essayé de lire, de comprendre, de faire des choses, d'aller travailler il y avait les archives Fustel de Coulanges, bon très bien. Et Fustel de Coulanges, c'était une façon de justement m'interroger sur deux choses: le rapport à la Révolution française. Alors vous évoquiez Furet, si vous voulez, mais de la part de quelqu'un qui, Fustel de Coulanges, a commencé par l'histoire ancienne, qui a écrit La Cité antique en 1864, et qui n'a plus jamais écrit de livre sur l'Antiquité ensuite. Et qui s'est lancé dans une histoire de la France qu'il voulait mener des origines à 1789. Et donc pour moi, Fustel de Coulanges, ça a été un moyen de m'interroger sur qu'est-ce que c'est que ces histoires nationales, comment ça se fabrique, quels sont les enjeux, et là, et après le dernier moment, qui est celui qui dure le plus longtemps, c'est l'interrogation sur le rapport au temps. Bon. Et donc vous voyez, c'est pas une logique. Si j'avais voulu être du coup, je ne suis spécialiste de rien. Bon, et donc les antiquisants me disent « Ah ben non, vous n'êtes pas un antiquisant », ou alors on considère que je suis à tout jamais un antiquisant parce que j'ai écrit mon premier livre sur Hérodote, quoi que j'ai pu faire ensuite, et les contemporanéistes disent « Ben non, il n'est pas contemporanéiste, il a travaillé sur l'histoire ancienne ». Bon, mais après tout, bon, j'ai passé l'âge de me préoccuper de ces questions, et ce qui m'importe, c'est le fil d'interrogation, de questionnement qui mène de l'un à l'autre. Comment évolue le rapport au temps ? Alors, je voudrais qu'on ait un temps d'échange avec la salle, parce qu'il y a sûrement des questions à vous poser, et comme ça on va pouvoir vérifier combien de personnes ont lu l'ouvrage déjà dans la salle, et vous aurez une interrogation juste avant la sortie, voilà, déjà le genre. Et
Auparavant, je voudrais vous poser une question. Alors, j'avais commencé par une question un peu provocatrice sur le bandeau. Je vous trouve quand même un peu évasif sur le rôle dans l'éducation aujourd'hui. Évasif pas au sens où vous diriez j'aborde le sujet mais je l'aborde pas, mais peu désireux de l'aborder. Mais je reviens à mon bandeau là. À quoi servent les anciens? C'est vrai que vous voulez pas vous engager. Vous voulez dire que il faut ouvrir ce chantier et vous vous en tenez à ce rôle de veilleur finalement, tout en ayant beaucoup argumenté et d'éclaireur, de dire voilà, on est à ce point-là maintenant, ici et maintenant. Bon. Ce qui est un peu décevant, parfois, quand on vous lit, quand on vous lit depuis longtemps, qu'on vous suit, et puis quand on aime bien l'auteur, on veut toujours qu'il en dise plus qu'il en dit. Et puis après, quitte à le lui reprocher après d'ailleurs. Mais, voilà, ça vous le savez. Donc, parfois, quand on dit à quoi ça sert d'étudier la Grèce aujourd'hui, comme la question aujourd'hui, où on attend quand même, non pas forcément une position corporative de votre part, mais c'est quand même des choses qui sont en débat et tout, on a parfois l'impression que vous dites ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Et voilà, parfois, j'ai eu l'impression parfois, et je pense que c'est pas ce que vous avez vraiment dans la tête, mais puisque vous invoquez l'idée du maintien dans un corps de spécialistes à un moment donné, en disant bon, faut que ça se maintienne pour être une ressource. Est-ce que quand même, au-delà de ce simple maintien, il y a d'autres choses que vous pensiez? Là, c'est plus le côté inspecteur général, mais c'est vrai qu'il y a toute une réflexion là-dessus en ce moment, qui parfois donne lieu à beaucoup de polémiques, etc., mais qui est très intéressante sur la place de ces choses-là. Oui. Alors, sur cet aspect, je dirais d'abord ceci. Je suis... comment dire, peiné de voir la manière dont les questions sont posées ou pas posées ou travesties. Bon. Et le livre cherche aussi à démontrer que le rapport à l'Antiquité, il n'est pas donné, qu'il est choisi. Et depuis les humanistes, ce sont les humanistes qui ont dit c'est notre héritage. C'était pas du tout évident. Et ils ont fait un coup de force considérable pour arriver à dire cela. Le passé qui nous concerne, c'est ce passé païen, grec et romain, surtout romain d'abord. Mais c'est-à-dire que l'héritage, il ne devient héritage qu'à partir du moment où vous déclarez héritier. C'est pas quelque chose que vous trouvez dans votre berceau, en l'occurrence. Bon. Et au fond, le rapport à l'Antiquité, il a toujours été fait de choix de ce type. Quand les Allemands décident, au début du XIXe siècle, après s'être fait battre par Napoléon, de dire, pour nous en sortir, ce qu'il nous faut, c'est un rapport privilégié à la Grèce, et ensuite vont élaborer toutes ces fantasmagories sur la proximité naturelle entre le grec entre les Grecs et les Allemands. Bon, c'est une décision à la fois intellectuelle et politique, et qui a des effets culturels précis, et qui engage la construction de toute une université. C'est pas rien que de faire des décisions, des choix de ce type. Bon. Et ma question, c'est aujourd'hui, sommes-nous capables d'un choix? Et c'est à nous, je dis nous, notre société, nos sociétés. C'est pas de renvoyer la responsabilité sur les profs de latin et de grec, en leur disant prouvez-nous chaque matin que vous servez à quelque chose. Hein? Est-ce que vous servez à quelque chose? Non. Bon, alors, est-ce que vous nous ennuyez? Bon, c'est d'une lâcheté totale. Puisque la question, elle nous est posée, à nous tous. Et nous sommes incapables d'y répondre. Alors on cherche des faux fuyants, on dit oui, certes, l'héritage grec, tout ça, bon, mais c'est du flan. Bon.
Et si nous répondons non à cette question, très bien, c'est un non, ça nous engage, et c'est là que je dis, n'en demeure pas moins que nous avons une responsabilité, même si nous disons, nous, on n'en a plus rien à faire, nous avons une responsabilité à l'égard de nos successeurs, qui est de leur laisser un savoir à peu près en état. Ce qui veut dire, eh bien, oui, entretenir les bibliothèques, faire des éditions, publier des inscriptions, ce qui veut dire faire tout ce travail-là. Pour que ces successeurs, s'il leur vient l'idée de se dire, mais nous voulons avoir un rapport effectif avec ces temps lointains, ils aient les moyens de le faire, mais à leur façon, sans que nous ayons évidemment à leur dicter en rien ou à préjuger de la façon dont ils pourraient le faire. Mais je pense que c'est de toute façon notre responsabilité, et c'est en cela qu'à ce moment-là, oui, on peut avoir un corps de spécialistes qui est chargé d'entretenir la discipline. Mais si inversement nous répondons oui, nous avons ce passé pour nous est pertinent, alors il faut en tirer les conséquences. Et pas, encore une fois, renvoyer la responsabilité sur les enseignants en leur disant débrouillez-vous, avec 3 bouts de ficelle, 3 ceci, débrouillez-vous, 1 heure par-ci, 3 quarts d'heure par-là, entre 2... bon, non, voilà. Et moi, tout ce que je peux dire, ben, c'est ça. Bon. Et ce que je peux indiquer, c'est qu'évidemment, je préférerais qu'on réponde oui. Et qu'un livre comme celui-ci, qui naturellement ne donne pas la réponse, je ne sais pas quelle est la réponse, mais qu'un livre comme ça fasse clairement comprendre que c'est matière de choix. De choix de nos sociétés, encore une fois. Ça nous revient de décider. Je vous remercie beaucoup. Il nous reste une vingtaine de minutes et je pense que c'est un bon temps pour un échange avec la salle et qu'on ait le temps que François Hartog ait le temps de réponse de manière fournie. Alors, je ne poserai pas la première question parce que moi, j'en ai déjà beaucoup posé, mais je veux bien vous passer le micro. Oh, bah, parfait, merci. Oui, bonjour, je suis interpellée par ce que vous dites là sur le présentisme, et je voudrais vous demander, donc l'étude de la citoyenneté à Athènes au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est un chapitre étudié par les lycéens en seconde. Est-ce que vous pensez que la manière dont c'est étudié dans l'éducation nationale, est-ce que ça relève aussi du présentisme ? Parce qu'on apprend aux enfants, enfin aux élèves qui deviendront des adultes, qui sont les générations de demain, justement. Alors là, vous me posez une question à laquelle j'ai du mal à répondre, parce que c'est aussi un point dans ma retenue que vous releviez. Je n'ai jamais enseigné dans le secondaire. Bon. Je ne me permettrai jamais de dire comment il faut faire. Bon. C'est une humilité qui est rare et qui vous honore. Alors, j'ai du mal à répondre à votre question. Mais peut-être vous pouvez la préciser un petit peu. La préciser, c'est-à-dire, je pense que ça ne touche pas uniquement la Grèce, mais aussi tous les chapitres d'histoire, c'est-à-dire dans le choix de toute façon des questions, on a en filigrane de faire comprendre aux élèves d'où on vient, et qui sont quand même, au global, une justification de nos institutions actuelles et de la Ve République, je pense. D'où vient l'idée de démocratie. Oui. Alors, et si vous voulez, pour répondre de manière extrêmement générale, et peut-être imparfaite, je pense que oui, l'enseignement a tendance à faire, à se présentifier. C'est-à-dire que l'idée que plus ça sera proche de la situation présente, plus ça parlera aux élèves, ou moins ils trouveront ça ennuyeux ou je sais pas quoi.
je pense que c'est tout à fait dangereux, puisque précisément une des raisons d'être de l'enseignement d'histoire, c'est bien de faire saisir la différence des temps, et aussi, mais ça c'est peut-être plus difficile, et là l'inspecteur le sait mieux que moi, mais aussi de faire comprendre que l'histoire, ça n'a jamais servi à connaître simplement le passé, que l'histoire a toujours été une manière de réfléchir sur le présent et d'agir sur le présent. Que vous preniez le grand modèle antique de l'Historia Magistra Vitae, où il s'agissait de se tourner vers le passé, de trouver dans le passé des leçons et des exemples, et ces leçons et ces exemples, on s'en servait pour agir sur son présent. Bon. Quand l'histoire, avec le temps moderne, disons avec la fin du XVIIIe et les courants du XIXe et une grande partie du XXe siècle, est devenue une histoire qui vivait selon ce que j'appelle, moi, le régime moderne d'historicité, c'est-à-dire où le futur a la place prépondérante, à ce moment-là, on se tournait vers le futur pour éclairer le passé, mais aussi le présent. Et on tirait du futur des leçons pour agir sur le présent. Et aujourd'hui, s'il est vrai, si l'on admet qu'il n'y a en gros que du présent, alors comment fait-on ? Je peux me permettre de rebondir sur cette question, parce qu'elle m'intéresse aussi. On n'est pas dans je dirais dans le même type d'interrogation, parce que dans le secondaire, on a aussi comme but de donner des repères, tout bêtement des repères, des bêtes connaissances brutes. La démocratie, ça apparaît quand ? Où ? Est-ce que c'est un truc qui est apparu il y a 10 ans ? Est-ce que c'est un truc qui est apparu il y a 100 ans ? Qui est apparu il y a 2000 ans ? Donc, le fait connaissance brute existe aussi. La deuxième chose, c'est ce que vous disiez sur la Cinquième République. Si l'enseignement de la citoyenneté à Athènes servait à justifier la Cinquième République, ça serait une manœuvre sacrément maladroite. Parce qu'il y a quand même pas plus différent que la démocratie française d'aujourd'hui et la démocratie athénienne. Et souvent, heureusement, en tant que femme, je pense que vous serez d'accord avec moi. Mais aussi parce qu'il y a des procédures qui sont moins directes, moins délibératives, etc. Et justement, l'étude de la citoyenneté au 5e siècle, c'est justement de montrer à quel point il y a quelques traits communs et il y a des différences. L'histoire, quand on dit donner d'esprit critique aux élèves, c'est toujours très compliqué, mais déjà leur montrer qu'il y a du même et qu'il y a de l'autre. Qu'il y a une démocratie, c'est bien là que naît le terme, c'est bien là que naissent certaines idées, mais la démocratie, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Si déjà on a ça, on donne un peu de recul, l'habitude de prendre un pas en arrière pour regarder. Donc, je pense pas, honnêtement, même quand ça fait longtemps que cette question-là elle est au programme, mais je pense que personne n'a jamais pensé justifier la Cinquième République en proposant une étude de la citoyenneté, de la démocratie grecque. Par contre, dans la manière dont c'est traité maintenant, on fait bien la citoyenneté à Athènes et à Rome, avec dans le même chapitre normalement, avec voilà. Mais du coup, ce qui m'interroge moi, c'est que du coup, on fait quand même des raccourcis historiques parce qu'on n'a pas beaucoup d'heures pour la traiter. Et de quelle manière, du coup, est-ce qu'on est fidèle à la vérité de ce qu'était la pratique de la citoyenneté? Et est-ce qu'on n'arrive pas, du coup, on n'est pas forcé de faire des raccourcis qui entraînent des fois des simplifications? Voilà. Là, je ne veux pas préjuger. C'est un problème aussi ancien que l'enseignement, hein. Vous savez, je pense que nos collègues de lettres, quand ils ont à expliquer une pièce de Molière, quand ça arrive, ou un texte de Molière, ils savent toujours qu'il y a infiniment plus à dire. Je pense qu'on peut aussi faire confiance aux enseignants. C'est-à-dire, pour savoir, c'est tout ça, hein. Quand vous faites votre cours sur la pas sur la 5e République, justement sur le 5e siècle,
vous écrivez une histoire du 5e siècle. Vous prenez appui sur des accompagnements de programmes, vous prenez appui sur des ouvrages universitaires, vous prenez appui sur des manuels. Mais c'est vous qui écrivez cette histoire. Donc, je pense qu'effectivement, il y a tout à fait ce péril de faire un truc tout à fait à plat, une plate justification du présent. Merci aux Grecs de nous avoir donné la discussion, merci aux Romains de nous avoir donné le droit, merci aux chrétiens de nous avoir donné la personne autonome, merci aux communes du Moyen-Âge de nous avoir donné les linéaments de la démocratie, et à la fin on arrive au chef-d'œuvre parfait, le français de 2015. Bon, il y a bien sûr ce péril dans toute écriture d'un programme d'histoire, et c'est bien pour ça qu'on compte sur les professeurs pour être conscients de ça. Que justement, il faut montrer à chaque fois, bah oui, la démocratie, ça commence bien en Grèce, mais ça a sacrément changé depuis, parce qu'il y a beaucoup de différences. C'est ça l'idée. Mais c'est pas moi qui suis l'invité. Oui, mais... Moi, en fait, c'est sur un tout autre sujet. Hier, j'ai assisté à une conférence de Todorov, et qui a parlé de l'évolution des études de Germaine Tillon. Et je trouve beaucoup d'écho dans ce que vous dites sur, en fait, Todorov a expliqué comment l'expérience de Germaine Tillon dans la résistance, puis dans les camps, avait profondément modifié son travail sur l'ethnologie. Et il a fait une comparaison que j'ai trouvée extrêmement éclairante avec la vie de Lévi-Strauss, qui lui, pendant la même période, était aux États-Unis et en professeur d'université, et sur justement disons les œuvres de Lévi-Strauss et le travail de Germaine Tillon sur l'ethnologie, qui avait pris des chemins totalement opposés. Et pour lui, c'était l'expérience propre de Germaine Tillon qui avait profondément modifié son travail scientifique. Et dans ce que vous avez dit tout à l'heure, en partie sur le rôle justement de votre propre expérience personnelle dans votre travail, et en particulier dans celle, il y a une collègue qui a posé la question justement hier à Todorov en disant mais est-ce que ça a été un petit peu la même chose pour des historiens comme Vidal-Naquet et Vernant, et Todorov a répondu non, eux ils s'occupaient de l'Antiquité et ça n'avait aucun rapport, et je trouve que vous répondez en fait aujourd'hui à la question d'hier, et c'est pour ça que je trouve plein d'échos dans les différentes conférences, et c'est dommage que parfois vous puissiez pas vous rencontrer. Voilà. Oui, merci. Je vais pas, c'est pas une question, donc je vais pas répondre, mais je voudrais simplement ajouter peut-être ceci, c'est qu'en effet Germaine Tillon, elle avait achevé sa thèse, et quand elle a été arrêtée, le manuscrit a été pris par la Gestapo, je crois, et elle ne l'a jamais retrouvé. Sa thèse était achevée. Bon. Donc, ça veut bien dire qu'il faut reprendre les choses autrement. Hein. Elle a eu la force, la chance et tout de reprendre les choses. En ce qui concerne... Vernant, c'est pas la peine d'insister, c'est sûr. Mais en ce qui concerne Lévi-Strauss, je voudrais quand même dire... Lévi-Strauss, il était en exil, il faut quand même pas oublier. Bon, qu'il a dû partir pour échapper au camp. Bon, hein. Et donc c'est pas non plus une promenade de santé qu'il a faite à New York. Et mais New York, sans New York, Lévi-Strauss ne serait pas devenu. Enfin, bon, ces formules ont toujours un peu un côté excessif, mais sans New York, Lévi-Strauss ne serait pas devenu Lévi-Strauss. Puisque c'est là aussi qu'il a pu travailler découvrir l'anthropologie américaine, se lier à Boas, etc., etc. Donc, évidemment, il valait mieux être à New York qu'à Ravensbrück.